Bon après-midi à tous, vous faites bien de rester scotchés sur notre commune TV. Nous sommes ici à Bafoussam dans le cadre des Journées mondiales de l'habitat et cet après-midi nous recevons Ursula Sarr, elle est la promotrice de Polonia Tech. Elle va donc revenir sur son séjour ici à Bafoussam, c'est ce qu'elle est venue faire exactement, mais dans un premier temps, elle va nous présenter la structure Polonia Tech. Bon après-midi Ursula. Merci, bon après-midi et merci pour l'invitation. Ok, présentez-nous la structure Polonia Tech. Faites dans quoi il s'agit de quelle structure? Ok, merci. Donc, je vais commencer par le nom. Déjà, Polonia, c'est le nom de l'arbre le plus écologique connu. Donc, c'est un arbre qui réussit à séquestrer 10 fois plus de carbone que tous les autres arbres connus. Donc, c'est de là qu'on tient le nom de la structure Polonia Tech, qui est une entreprise qui s'investit d'une part dans les énergies renouvelables et d'autre part dans la valorisation des déchets. Donc, voilà de manière ramassée ce que fait l'entreprise Polonia Tech. Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien? Polonia Tech, c'est combien de personnes? Vous faites quoi exactement? Avec qui? Il faut le dire ainsi. Ok, d'accord. Déjà, Polonia Tech, c'est une structure au sein de laquelle travaillent des jeunes. Vraiment, c'est une équipe de jeunes. Et en ce qui concerne les activités, comme je l'ai dit à l'entame, on va faire dans les énergies renouvelables et la valorisation des déchets. Maintenant, le produit phare, parce que nous sommes encore à l'échelle traditionnelle, du coup, on n'embrasse pas tout à la fois. Pour l'instant, on se concentre sur la valorisation des déchets en charbon, ce qui rejoint les deux pans, parce que généralement, lorsqu'on parle d'énergie, beaucoup de personnes voient l'électricité. Or, lorsqu'on parle d'énergie, il y a d'une part l'électricité et d'autre part l'énergie thermique. Donc notre produit ici, c'est le charbon écologique qui est une énergie thermique pour la cuisson, pour le chauffage. Et du charbon écologique. Voilà, on va dire ça comme ça. Quel est le processus? Comment ça se passe? Ok, le processus de fabrication du charbon écologique est assez simple. Donc voilà, on va collecter la matière première. Et lorsque je parle de matière première ici, il s'agit des déchets solides ménagers biodégradables et des rebuts agricoles. Donc vraiment, coque de noix de coco, pelure d'ananas, coque de noix de palme, pelure de patate, vraiment tout ce qui est déchets verts. Oui, voilà, une fois que la collecte a été faite, on va déshydrater le déchet. Maintenant, il y a plusieurs façons de déshydrater le déchet parce qu'il y a des déchets humides, il y a des déchets semi-humides, il y a des déchets secs. Je vais prendre un exemple. Si j'ai avec moi des coques de noix de coco, je peux rapidement sécher, même avec le soleil, ça peut passer. Mais si j'ai avec moi des pelures d'ananas, là, il faudra faire passer dans un hacheur-presseur pour pouvoir enlever le liquide du déchet avant de passer au séchage. Donc après cette étape, on va passer à l'étape de pyrolyse. Donc au niveau de la pyrolyse, on se limite à la carbonisation. Donc on se rassure d'avoir comment est-ce que je vais dire ça? On se rassure d'avoir un élément composé essentiellement de carbone. Donc après l'étape de pyrolyse, on va broyer. Et généralement, lorsqu'on broie, on se rassure que la taille minimale, ou bien disons la taille maximale, pardon, soit de 3 micromètres pour chaque particule pour pouvoir préparer l'étape suivante, qui est l'étape de malaxage avec ajout de liant. Donc voilà, il y a plusieurs types de liens, hein. Il y a la gomme arabique, il y a l'amidon de manioc. Vraiment, ça dépend de la disponibilité et des moyens mis en œuvre aussi. Donc après malaxage, homogénéisation, si on va dire comme ça, de la poudre et du liant, on va passer à l'étape de compactage. Donc une fois qu'on a compacté et donné une forme, vraiment chacun a sa forme, parce qu'on va retrouver des charbons écologiques en forme cubique, en forme cylindrique. Vraiment, ça dépend de chaque structure. Donc voilà, après le compactage, on va sécher, parce qu'à l'étape de malaxage, il y a eu un liquide qui a été ajouté. Donc on va procéder au séchage et après ça, ce sera le conditionnement. Parlons à présent de l'utilité du charbon écologique. On l'utilise pour faire quoi exactement? Ok, le charbon écologique, c'est un combustible vraiment comme le charbon de bois. Oui, il est utilisé pour la cuisson, pour le chauffage de la volaille, même dans les industries, pour faire tourner des chaudières et tout ce qui va avec. Donc voilà, au niveau des utilités, c'est ça. Pour du barbecue aussi, ça il faut le dire, parce que beaucoup de personnes se disent, mais si on a utilisé des déchets pour produire ce combustible, lorsque je vais poser mon poisson dessus, est-ce qu'il n'y aura pas une pollution quelconque? Non, mais vraiment, il est propre. Donc voilà, c'est ce que je vais dire en ce qui concerne l'utilité de ce combustible. Et vous êtes
aujourd'hui au JMH, Journée mondiale de l'habitat. Vous êtes venu exposer ce produit, vous êtes venu vendre ce produit. Là, je ne suis pas venue vendre le produit dans le sens propre. Je suis venue vendre réellement ce que nous faisons. Je vais parler de l'action. Oui, parce que ce n'est pas le produit que je viens vendre, c'est vraiment ce que nous faisons, parce que vraiment c'est un honneur d'avoir participé à cet événement. En fait, et puis la ministre elle-même était là, donc c'était vraiment un plaisir d'être sur un même panel qu'elle et d'avoir l'opportunité de présenter ce projet. Donc voilà, c'était réellement ça le but et l'objectif a été atteint, pouvoir réellement faire connaître du public l'impact de ce que nous faisons au quotidien, parce qu'on a l'impression à un moment de rester un peu dans l'ombre. Donc c'est un réel plaisir de participer à ce genre d'événement et de pouvoir partager ce qu'on fait au quotidien. Et voilà. Votre travail a un impact réel sur l'environnement, au-delà de ce charbon-là qui doit être utilisé pour la cuisson et tout, mais vous impactez vraiment sur la protection de l'environnement en mettant au pied une telle activité. Bien sûr, c'est vraiment ça le but, parce que aujourd'hui on parle du développement durable. Lorsqu'on parle de développement durable, il y a 3 piliers principaux. Vraiment, il y a économie, il y a social, il y a environnement. Et le charbon écologique rentre en plein pied dans ces piliers. Sur le plan économique, il est économiquement accessible pour le client. Il est économiquement rentable pour le producteur, parce qu'on ne se lance pas dans une activité pour perdre. Sur le plan social, vraiment, on sait que annuellement, selon l'OMS, il y a 5 millions de femmes et d'enfants qui meurent par inhalation de la combustion des fumées issues du charbon de bois traditionnel. Donc sur le plan de la santé, il y a aussi la sécurité alimentaire, parce qu'avec ce charbon, on n'aura pas ce type de fumée qui sera dégagée. Donc sur le plan social aussi, on assure. Maintenant sur le plan de l'environnement, on vient réduire le taux de déforestation. Vraiment, la forêt, c'est un puits de carbone. On a besoin de préserver nos forêts, d'une part. Et d'autre part, on a un fort potentiel biomasse qu'on n'utilise pas, ou bien qu'on utilise mal. On sait très bien comment est-ce qu'on gère nos déchets. Donc, on va prendre ces déchets-là, on va produire ce combustible. Donc, d'une part, on réduit le taux de déforestation. D'autre part, on réduit le volume des déchets. Donc, voilà. Avec le ministre, justement, ou bien le ministère de l'urbanisme, avec le ministère, vous avez signé un MOU. Il s'agissait de quoi, ce partenariat-là que vous avez avec le MINDU? Je vais dire qu'ils... Là, on en avait parlé lors des états généraux. Et je suis très contente, permettez-moi de rire un peu. C'est que je suis très contente. On a l'habitude de dire que rien n'est fait, que vraiment tout reste sur les papiers, mais c'est très marquant de voir qu'on sort un peu de la théorie. On fait vraiment quelque chose de concret. On sort un peu des discours. Lors des états généraux, elle a dit ok, je vais accompagner. Et voilà, elle est venue, on a signé, donc vraiment on a concrétisé ce qui avait été dit lors des états généraux. Donc de quoi est-ce qu'il était question? Vraiment de cibler des projets porteurs qui s'investissent dans le domaine de la gestion durable des déchets, parce qu'on en a besoin. On a premièrement besoin de se développer économiquement, mais tout en préservant l'environnement. Donc vraiment c'est ça, transition écologique, croissance économique, vraiment c'était ça le nœud. Donc je suis très ravie, vraiment très contente, très satisfaite de savoir que ce qui a été dit aux états généraux n'était pas que théorie. Donc vraiment ceci c'est la concrétisation de ce qui a été dit lors des états généraux. Quels sera donc les thèmes, quels sont les thèmes, l'apport, qu'est-ce que le MINDU va vous apporter? Le MINDU, qu'est-ce que le MINDU va nous apporter? Ce que je vais dire, c'est que c'est une continuité. Je ne vais pas dire va nous apporter, parce que même après les états généraux, nous sommes restés en contact. Déjà pour, je vais dire, un suivi technique. Donc voilà. Donc il y a déjà un suivi technique qui est en train d'être fait, parce que nous sommes en fonction des besoins. Nous, les besoins qu'on a, donc vraiment, comment est-ce que je vais dire, les conventions n'étaient pas pareilles pour tous les acteurs, n'étaient pas pareilles pour toutes les entreprises. C'est en fonction des besoins. Ils ont pris le temps de prendre les besoins, vraiment ils ont pris le temps de récupérer les besoins de chaque structure. Et vraiment à mon niveau, il fallait que je quitte du niveau traditionnel pour le niveau semi-industriel. Ou bien pourquoi pas industriel. Donc c'était réellement ça que j'ai demandé. Donc là, il fallait quitter des équipements presque manuels pour passer à des équipements semi-industriels. Donc là, au niveau de import-export, ils ont commencé à travailler dessus depuis, parce qu'ils ont demandé à ce qu'on fasse la liste des équipements dont on a besoin et tout ce qui va avec. Ils allaient suivre au niveau de l'achat.
et que par la suite, il devait avoir un accompagnement financier. Et voilà, c'est ce que nous avons fait ici. Donc, il y a un accompagnement technique et financier. Polonia Tech est véritablement dans le concept hors dur. Donc, est-ce que cela nourrit, est-ce que ce domaine a nourri son homme? Oui, je vais dire sans hésiter que ce domaine nourrit son homme. Maintenant, si tu es au... Comment est-ce que je vais dire? Si tu es au niveau traditionnel... oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Maintenant, ça dépend du niveau parce que si on quitte réellement du niveau traditionnel pour le niveau semi-industriel, on va fournir moins d'efforts pour produire beaucoup plus et gagner beaucoup plus. Donc on gagnerait réellement à quitter du niveau traditionnel pour le niveau semi-industriel. Donc voilà. Merci, ça a été un réel plaisir de vous avoir cet après-midi. Ok, merci, mais si vous permettez que je précise quelque chose aussi, parce que là, on n'a pas que parlé de l'entreprise. Avec le Mindu, s'est intéressé à tout ce que nous faisons. Parce qu'à côté de l'entreprise Polonia Tech, nous avons une association, Association Polonia. Donc au départ, lorsqu'on crée l'entreprise Polonia Tech, chaque week-end, on mène des activités bénévoles. C'était un peu comme un pôle social de l'entreprise. Mais après, on s'est dit, mais pourquoi ne pas dissocier ce pôle de l'entreprise et mettre sur pied réellement une association? Donc on a mis sur pied une association qui mène de réelles activités parce qu'on a besoin de changement de mentalité et il faut une réelle sensibilisation sur le terrain. Tout passe par la sensibilisation. S'il n'y a pas de sensibilisation vraiment, on ne pourra réellement pas comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On ne pourra pas adhérer au concept dont tu es en train de parler. Donc vraiment, c'est une très belle stratégie que nous avons mis sur pied et on a 5 axes au niveau de l'association. On a la lutte contre les changements climatiques, on a l'éducation à l'environnement et au développement durable, on a la promotion des énergies renouvelables, on a la gestion durable des déchets, on a la gestion durable des forêts. Maintenant, lorsque je parle de gestion durable des forêts, à ce niveau, on a décidé de se concentrer sur les mangroves. Maintenant, réellement, la sensibilisation se fait dans les mangroves. Pourquoi? Vraiment, c'est une zone côtière. Du coup, si il y a avancé de la mer et que cette zone est rasée, forcément l'eau va avancer et toutes les zones seront rasées. Donc lorsqu'on commence par les côtes, on est aussi en train d'agir sur toutes les autres zones. Hormis de cela, c'est une zone vulnérable en ce qui concerne la gestion des déchets parce que les déchets qui sont produits ailleurs se retrouvent sur cette île. Parce que vraiment c'est une zone côtière, donc à chaque fois l'eau va arriver avec des déchets. Donc il y a un réel besoin de gestion des déchets de ce côté, un réel besoin de gestion du bois de mangrove de ce côté. Donc voilà, on profite de cela pour... quand je dis profiter, c'est un peu comme si c'était un avantage, donc je retire ce que j'ai dit. Donc on va aller sur cette base-là, pour attirer l'attention des populations. Pour dire, essayez de voir, est-ce que lorsqu'on fait 10 ans en arrière, c'est cette quantité de poissons que vous aviez. Donc réellement, c'est là qu'ils se rendent compte au fil des années que non, mais il y a un réel changement. Même au niveau du dérèglement des saisons et tout, ils se rendent compte que mais en fait, c'est vrai. Donc il faut réellement sensibiliser sur comment exploiter le bois de mangrove, comment gérer les déchets qui sont sur place. Et on n'est pas là pour dire ne coupez plus du bois. Il faut dire ne coupez plus, mais utilisez ceci. C'est là qu'on entre avec notre charbon écologique. Ok, réduisez vraiment ce que vous faites. En termes de pression, réduisez vraiment ce que vous exercez en termes de pression sur les mangroves. Vous pouvez vous tourner vers cette énergie qui est propre, qui va permettre de préserver votre santé, qui va préserver votre environnement et qui va vous permettre d'économiser. Donc voilà, on a pu présenter les deux points, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'association. On a pris la peine de réellement lui expliquer ce qu'on faisait au quotidien. Il y a une autre question. Quand on vous voit, vous êtes très belle. D'où vient l'idée qu'une jeune dame peut se lancer dans les ordures et transformer ces ordures-là en ordures, comme on l'a dit tout à l'heure? Quelle est votre formation à la base pour qu'enfin vous vous retrouvez, vous avez une idée que vous pouvez passer par les ordures? Parce que quand on regarde physiquement, on peut penser que non, elle est très belle, il ne faut pas penser à ok, là je vais dire que la graine de l'intérêt pour les questions relatives à la préservation de l'environnement a été implantée en moi depuis mon bas âge. Parce que vraiment mon père, il est vraiment passionné de agriculture, en fait, agriculture, élevage, vraiment. Les chèvres, même on dresse toutes nos chèvres ont des noms jusqu'à aujourd'hui. En fait, les oiseaux reconnaissent même la voix de mon père, donc on a vécu avec cela. L'apiculture, vraiment, je suis née dedans. Donc voilà, on va dire que cette graine-là était en moi depuis.
Maintenant, bon, après ça, au niveau des études, c'était vraiment la physique. Je suis physicienne à la base. Mais après, je me suis dit, ok, physique d'une part, mais je suis en train de cultiver un réel intérêt pour les questions relatives à la préservation de l'environnement. C'est là que je me dis, ok, j'ai participé à un événement dirigé par le point focal changement climatique. Il a dit des choses très intéressantes ce jour-là et puis je me suis dit ok, je crois que j'ai trouvé ma voie dans la partie environnement. Je suis allé faire un master en changement climatique, biodiversité et économie verte. C'est là que la partie verte s'est ajoutée à la partie économique parce que au départ c'est économie, on pense économie, mais maintenant lorsque tu rentres en plein pied dans les questions environnementales, tu viens rajouter la partie verte à ton économie et puis ça devient économie verte. Donc on va dire que c'est vraiment depuis toute petite que je nourris vraiment cette passion-là pour la question relative à l'environnement. Et je suis très contente que vous souleviez cela parce que les femmes ont eu tendance à faire partir des observateurs. Maintenant, on se rend compte qu'aujourd'hui, on fait partie des acteurs. La preuve en est que je suis là et qu'on a considéré ce que je fais. Donc nous ne sommes plus en marge, nous sommes de réelles actrices de la lutte pour la préservation de l'environnement et même pour la croissance économique. Parce qu'on sait très bien, on a besoin de préserver l'environnement, mais de l'autre côté aussi, on a besoin d'évoluer, on a besoin d'avancer au niveau de la croissance économique. On a vraiment besoin de croître. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était Ursula Sarr, promotrice de l'entreprise Polynatech. Elle était donc les nôtres ce jour. Nous vous remercions de nous avoir regardés. À très bientôt.